Bonjour à tous. Donc on va commencer l'atelier sur le risque de liquidité pour un assureur vie et impact de mesures d'atténuation. Donc je me présente, je suis Pierre-Alexis Pasquet de Galéa et Associés. Moi, je suis Anaïta Dufont-Lamartini, actuaire ALM au sein de la France Mutualiste. Et moi, je suis Martin Jiménez de la société Fractal. Donc c'est un peu irréel, là, cette impression d'être ici sur cette scène pour parler du risque de liquidité, puisque le risque de liquidité, c'est un risque quand même pas forcément considéré comme le plus important d'assurance, même si récemment, on en a entendu un peu plus parler, notamment à travers l'actualité réglementaire. Je vais donc commencer par vous parler du risque de liquidité dans l'actualité assurantielle, puis faire un petit état récapitulatif de la réglementation. Et je passerai ensuite la parole à Naïta pour montrer une étude de risque de liquidité faite par un assureur vie. Donc, le risque de liquidité dans l'actualité assurantielle. Donc, le risque de liquidité n'est pas un risque qui s'est forcément beaucoup matérialisé dans l'histoire, mais ces dernières années, il y a quand même eu certains événements. Alors, on pourrait parler de la crise de 2008, où il y a eu un problème de liquidité, mais qui n'était pas ciblé sur le secteur assurantiel ou sur un acteur en concret, mais bien sur tout le système financier. Mais je vais vous parler d'un cas plus récent, donc Eurovita, en 2023. Donc, Eurovita, un assureur italien, a commencé à avoir des problèmes de solvabilité. Et son actionnaire majoritaire, le fonds Siven, devait injecter de l'argent et on n'a pas injecté autant que ce qui était estimé nécessaire. Évidemment, ce problème a commencé à être ébruité en Italie et les assurés de la compagnie ont commencé à chercher à racheter leur contrat. Et pour éviter tout problème, finalement, Eurovita a été placé sous administration extraordinaire par le superviseur italien en mars 2023. Donc à l'origine, c'est que le portefeuille obligataire a perdu beaucoup de valeur à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et pour éviter une ruée sur les rachats et pouvoir mettre en place un plan de sauvetage ordonné, le régulateur italien a suspendu les rachats de contrats jusqu'au 30 juin 2023. Derrière a donc été mis en place un plan de sauvetage entièrement financé par le secteur privé, auquel ont participé des assureurs et des banquiers italiens. Et il y a une liquidation d'Eurovita et un transfert des contrats vers une nouvelle structure qui s'appelle Chronos Vita. Et dans toute cette histoire, finalement, les assurés ont été protégés, les demandes de rachat sont restées maîtrisées et la solvabilité de la nouvelle entité est estimée à 150%, donc a priori viable pour continuer par la suite. Si on parle à nouveau du risque de liquidité dans l'actualité assurantielle, un cas moins problématique mais qui s'est matérialisé en France ces dernières années, c'est des problèmes de liquidité sur des unités de compte immobilières. Donc, avec la hausse des taux d'intérêt, la valeur des UC immobilières qui sont investies dans des sociétés immobilières telles que les SCPI, les OPCI ou des foncières cotées, ont vu leur valorisation affectée par la remontée des taux d'intérêt. Et en même temps, cette hausse des taux a diminué la demande pour ces UC immobilières et donc a réduit la liquidité autour de ces UC immobilières. Et cela a impacté la capacité des assureurs à répondre aux demandes de rachat. En plus de ça, certains fonds immobiliers ont suspendu ou limité les rachats de parts, donc aggravant ce problème de liquidité. Et dans certains cas, on a aussi vu des valorisations de parts qui étaient gelées, ce qui a contraint finalement certains assureurs à rembourser des parts d'UC immobilières à des assurés à des valeurs différentes de la valeur réelle de ces parts. On peut donc maintenant se poser la question, avec l'introduction du non-coté dans les produits d'épargne retraite, de justement l'impact de l'augmentation des actifs non liquides dans l'allocation qu'ont les assurés sur leur contrat d'épargne retraite. Donc la loi Industrie verte a introduit une part minimale d'actifs non cotés qui va varier selon le profil de gestion et dans le cas des PER en fonction du temps avant l'échéance du contrat. Ces actifs non cotés offrent potentiellement des rendements plus attractifs à long terme, mais par nature, ils sont peu liquides, ce qui peut donc poser un défi majeur pour les assureurs qui doivent, eux, garantir la disponibilité des fonds pour les assurés lorsqu'ils veulent faire des rachats ou lorsqu'il y a le dénouement d'un contrat. Donc, le risque de liquidité est accru avec ces actifs et
on peut imaginer dans le cas où, par exemple, il y aurait une crise sur le secteur du private equity, que si un grand nombre d'assurés voulaient d'un coup racheter leur contrat du C investi en actifs non cotés, il pourrait y avoir des problèmes de liquidité qui se matérialiseraient. On voit bien que l'intégration croissante des actifs non cotés dans les portefeuilles d'assurance va nécessiter une gestion rigoureuse de ce risque de la part des assureurs afin d'assurer leur solvabilité et la protection des épargnants. Il y a bien sûr des moyens d'atténuer ce risque de liquidité, notamment dans le private equity avec les fonds evergreen, qui sont des fonds où on peut souscrire et racheter des parts à certains moments dans le temps, donc pas des fonds fermés du début à la fin du fonds. Et donc, ces dispositifs pourraient être explorés pour mieux gérer ce risque. Donc, faisons un petit rappel de la réglementation. En janvier 2021, l'EIOPA a publié des principes méthodologiques pour la construction d'exercices de stress test de liquidité. Ceci dans le but d'évaluer la vulnérabilité des assureurs au choc de liquidité. Et au tout début de ce document, il y a une définition du risque de liquidité qui est donnée, puisque ce n'est pas forcément simple de définir le risque de liquidité. Et cette définition est que le risque que les entreprises d'assurance et de réassurance ne soient pas en mesure de vendre leurs investissements et d'autres actifs afin de régler leurs obligations financières lorsqu'elles arrivent à échéance. Il y a ensuite 3 approches qui sont développées pour mesurer le risque de liquidité. Une approche qui est basée sur le stock, avec un indicateur qui est un indicateur liquidity stock qui est égal aux actifs liquides sur les passifs liquides. Une approche basée sur les flux avec 2 versions d'indicateurs, donc une version un indicateur absolu et un indicateur relatif, où on va regarder le flux net des cash flows, donc les cash flows entrants moins les cash flows sortants, ou les cash flows entrants divisés par les cash flows sortants. Et enfin, il y a une dernière approche qui est basée sur la durabilité de la position de liquidité, et ça combine les 2 approches précédentes avec à nouveau 2 versions. Donc cet indicateur de durabilité va regarder les cash flows nets à un certain horizon de temps T et les actifs qui sont liquides sur cet horizon de temps T. Donc soit on additionne ces 2 valeurs, soit on divise les actifs liquides sur un horizon de temps T par les cash flows nets sur cet horizon de temps T. Évidemment, pour calculer les indicateurs de stock et de durabilité, il va être nécessaire de classer les actifs et les passifs en fonction de leur liquidité. Donc, il y a plusieurs méthodes de classification qui sont proposées par l'EIOPA. Côté actif, ils reprennent des classifications qui ont été faites par différentes institutions. Et au niveau des passifs, il y a pour l'assurance vie 2 manières de faire, soit les caractéristiques du produit, soit grâce à une mesure des liquidités des produits d'assurance. Ce document va aussi proposer une façon de choquer la position de liquidité et va surtout l'illustrer par 3 scénarios de stress de liquidité pour 3 horizons temporels, le court terme, le moyen terme et le long terme. Et il y a des recommandations qui sont données sur l'implémentation des scénarios. Un point très important, c'est que ce document ne proposait pas d'approche commune à tous les assureurs ou réassureurs européens, puisque l'EIOPA a bien dit qu'il fallait prendre en compte la spécificité des business des assureurs pour réussir à avoir une bonne vision du risque de liquidité. En effet, imposer une approche commune pour avoir tendance à donner une vision biaisée du risque de liquidité et de sa gestion. Quelques années plus tard, l'EIOPA a publié en octobre 2024 un document de consultation pour les standards techniques réglementaires sur les plans de gestion du risque de liquidité. Donc, les principaux points à retenir de ces standards techniques réglementaires sont que ce plan doit comprendre une évaluation globale du profil de risque de liquidité pour voir si l'entreprise respecte ses limites de tolérance au risque de liquidité, identifie les changements matériels depuis la dernière mise à jour du plan et évalue ses vulnérabilités en termes de position de liquidité. Et évidemment, toutes les actions correctives doivent être documentées pour résoudre les éventuelles faiblesses dans le système de gestion du risque de liquidité. Il y a un horizon temporel pour l'analyse de liquidité qui est donné et en fait, il est segmenté finalement en 2 horizons temporels. Le court terme, avec les flux de trésorerie entrants et sortants projetés sur 3 mois, et un horizon temporel de moyen et long terme, donc une analyse qui s'étend sur une période d'au moins 1 an et qui court jusqu'à ce que les risques de liquidité deviennent immatériels, étant donné qu'il n'est pas vraiment expliqué qu'est-ce que veut dire le fait qu'un risque de liquidité devienne immatériel. Il y a aussi des standards techniques réglementaires sur la projection des flux de trésorerie. Donc l'EIOPA propose de détailler la projection des cash flows dans les plans de risque de gestion de la liquidité
en situation normale et stressée. Donc, on va avoir les cash flows entrants et les cash flows sortants, avec une distinction sur les cash flows sortants. Les cash flows sur lesquels l'autorité de contrôle a une possibilité de restriction en cas de crise et ceux sur lesquels elle n'a pas de possibilité de restriction. Il y a aussi des réserves d'actifs liquides qui sont prévues selon ces standards techniques réglementaires et qui doivent être ventilés par classe d'actifs, par valeur de marché initiale, par haircut, donc décote, qui va être appliquée à ces actifs dans le cas d'une situation stressée, et la valeur après ajustement. Et il faut que l'assureur montre que ces réserves d'actifs liquides sont des sources de liquidité fiables pour couvrir les besoins de liquidité en conditions stressées et qu'il prouve aussi sa capacité opérationnelle à les mobiliser dans les délais requis. Puisque s'il y a quelque chose qui est mis en place et que finalement on se dit qu'en cas de crise, on n'est pas sûr de pouvoir avoir accès à cette réserve de liquidité, cela pose évidemment un problème dans le cadre de la gestion du risque de liquidité. Enfin, il y a des indicateurs de risque de liquidité qui sont exhibés par l'EIOPA, et notamment l'EIOPA propose l'utilisation du Liquidity Coverage Indicator qui va mesurer la capacité à couvrir les besoins de liquidité projetés en conditions de stress par les actifs liquides et qui dit que les assureurs qui choisiraient de ne pas utiliser cet indicateur devront le justifier. Pour la fréquence de mise à jour, il y a une fréquence de mise à jour trimestrielle pour les encours terme et annuelle pour les horizons moyen et long terme. Et enfin, il y a un critère pour savoir si une entreprise doit faire une analyse de la liquidité à moyen et long terme. C'est un critère qui est basé sur la taille du bilan, puisque les entreprises avec des actifs excédant 12 milliards d'euros devront faire cette analyse. Et certaines entreprises qui ont moins d'actifs que ce seuil de 12 milliards d'euros devront aussi le faire en fonction de la nature, de la complexité et de l'ampleur des risques de liquidité auxquels ils font face, si l'autorité de supervision décide de leur imposer cette analyse. Et je passe maintenant la parole à Anaïta pour voir un exercice de stress test sur le risque de liquidité. Du coup, moi, je vais vous présenter les différentes études de liquidité qui sont faites au sein de la France Mutualiste, en sachant que la France Mutualiste, c'est une mutuelle au sens où il n'y a pas d'actionnaire, donc on fait de l'assurance vie, donc de l'épargne et de la retraite. À noter aussi que tous les montants qui vous seront présentés par la suite sont des montants fictifs pour des raisons de confidentialité. Donc la première étude qui est faite, c'est une analyse de liquidité sur un run ORSA. Donc qu'est-ce qui est fait concrètement? On va regarder nos besoins de liquidité futurs. Donc on va partir d'un run ORSA avec une vision de continuité de l'activité, c'est-à-dire qu'on va avoir notre production, nos hypothèses de production qui sera issue de notre business plan ORSA. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter nos différents flux, donc nos flux à l'actif et au passif. Et on va regarder pour chaque année de projection le solde annuel, c'est-à-dire la différence entre le flux d'actifs et le flux de passifs. Le flux d'actifs est composé donc des échéances obligataires. Donc ce sont des flux d'actifs dits certains, c'est-à-dire les flux qu'on va avoir avec certitude, c'est-à-dire les échéances obligataires, les coupons, les dividendes et les loyers. Concernant les flux de passifs, quant à eux, ils sont composés des prestations ainsi que des frais auxquels on va retirer les primes et les chargements UC. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces différents flux durant la projection. Et le solde annuel, et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a un solde annuel qui est, durant toutes les années de projection, positif et même très largement positif. Donc, on n'a pas de besoin de liquidité. Par ailleurs, on peut constater qu'on a un flux de passif qui est positif. On pourrait s'interroger sur le pourquoi il est positif et pas négatif, tout simplement parce qu'on a un chiffre d'affaires qui est relativement élevé. Cependant, on va le voir par la suite avec l'autre étude qui est faite à partir toujours d'un run ORSA, cette fois-ci en vision d'échec de la politique commerciale, c'est-à-dire qu'on va diviser par deux la production et les versements. Cette fois-ci, on va bien observer qu'on a un flux de passif qui va passer en négatif, du fait qu'on a divisé par deux notre chiffre d'affaires. Et donc, on réalise toujours la même étude, on va regarder nos flux d'actifs, de passifs, notre solde annuel sur les différentes années de projection. Et encore une fois, malgré ce choc exercé, donc malgré la division par deux de notre chiffre d'affaires, on constate qu'on n'a toujours pas besoin de liquidité, étant donné que le solde reste largement positif. Donc une fois qu'on a fait ça, on a une autre étude qui est réalisée, cette fois-ci à partir d'un run annuel. Et donc on va regarder année par année de projection nos besoins de liquidité futurs. Donc cette fois-ci, on part d'un run annuel en vision run-off sans réinvestissement. Sans réinvestissement, c'est-à-dire que tous nos flux en fait, ne seront pas réinvestis selon notre politique de réinvestissement. Tous les flux en fait, sont gardés dans du monétaire. Et donc on va regarder à nouveau les flux d'actifs, le flux de passifs, le solde annuel et le solde cumulé. En sachant que cette fois-ci, étant donné qu'on est en run-off, dans les flux de passifs, on n'a pas les primes. Et donc, cette fois-ci, on constate qu'à partir de 2033, on a un faible besoin de liquidité. En effet, le solde annuel est négatif. Il reste très faiblement négatif, mais il est négatif. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'on a un solde cumulé qui est très positif et qui ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des années, ce qui signifie que ce n'est pas un risque majeur
en termes de liquidité pour les années 2033 et 2034. Par ailleurs, quand on arrive dans ce cas de figure-là où on constate des soldes négatifs ou très faibles, nous, côté ALM, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les investissements, on leur dit il faudrait investir sur des obligations à échéance 2033-2034 pour faire en sorte que le solde annuel devienne positif. Ou alors, ce qui peut également être fait, c'est de dire qu'il faut investir sur des obligations plus court terme, avant 2033, avant 2034, pour faire augmenter, gonfler le solde cumulé, et également pour avoir des retombées de coupons en 2033 et 2034 et faire augmenter notre solde annuel. Ensuite, on fait une autre analyse de liquidité. Cette fois-ci, ça marche pas. Ah, si, pardon. Cette fois-ci, on est toujours sur un annuel en vision run-off, mais cette fois-ci, nos flux sont réinvestis selon notre politique de réinvestissement et on va effectuer un choc, un stress sur notre passif. Ce stress, il consistue en quoi? On va multiplier par 2 les rachats et on va augmenter la mortalité des contrats d'épargne, qui se traduit par le fait qu'on va retirer les abattements sur les tables de mortalité concernant les contrats d'épargne. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter nos différents flux. On va regarder le flux d'actifs, le flux de passifs, le solde annuel et puis le solde cumulé. Cette fois-ci, ce qu'on constate, c'est qu'on a un solde annuel négatif dès 2027. Il est également négatif en 2030 et 2033 et 2034. Donc on peut faire plusieurs constats. Tout d'abord, la somme des soldes annuels négatifs ne correspond qu'à environ 86 millions. Donc c'est à peine 1/7 en fait, de la somme des soldes annuels positifs. Ce qui signifie qu'on a toutefois, malgré des soldes négatifs, on a un faible besoin de liquidité. Par ailleurs, le solde cumulé reste toujours positif, même en 2027, et ne fait que croître après 2027. Également, il faut aussi prendre en compte le fait que dans les flux d'actifs, on regarde uniquement nos flux certains. Donc on ne prend pas en compte la réalisation de plus-value latente. Donc ça, c'est une autre étude que l'on fait. Ensuite, on fait 2 études à nouveau similaires, mais cette fois-ci une vision par mois de projection sur la première année, étant donné que l'EIOPA a préconisé de faire des études dites court terme. Donc on refait exactement les mêmes analyses, mais cette fois-ci mois par mois. Donc la première analyse qui était, pour rappel, une vision run-off sans réinvestissement. Cette fois-ci, on constate qu'on a un flux mensuel négatif en septembre 2025, mais qui reste toutefois toujours faible. Et donc on fait toujours le même constat, on a un faible besoin de liquidité en septembre 2025, mais on a un solde cumulé qui reste toutefois toujours positif et qui ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des mois. Ensuite, on fait à nouveau une analyse où on va stresser notre passif. Cette fois-ci, on constate qu'on a un solde annuel qui est négatif sur plusieurs mois, notamment à partir d'avril 2025 et sur les mois de la deuxième partie de l'année. Encore une fois, on peut faire le même constat que précédemment. En cumul, ces soldes négatifs ne représentent qu'une faible part du cumul des soldes positifs. On a toujours un solde cumulé qui reste très largement positif et bien au-dessus de notre solde négatif en avril 2025, par exemple. Et encore une fois, il faut garder en tête que là, ce sont uniquement des flux certains et ça ne prend pas en compte la réalisation de plus-value latente. Donc ça, c'est pour tout ce qui est analyse vision flux de nos besoins de liquidité futurs. Par ailleurs, nous faisons également des calculs d'indicateurs de liquidité. Donc on a 2 indicateurs de liquidité qui sont les suivants. Le premier prend en compte donc, les besoins de liquidité de la mutuelle en situation de stress, de rachat et de mortalité, donc la situation de stress que j'ai évoquée précédemment. Et donc, on va regarder nos besoins de liquidité avant 8 ans, ainsi que la valeur de marché des actifs liquides. Et il faut que cet indicateur soit supérieur à 100%. Le deuxième indicateur, quant à lui, prend en compte les engagements longs de la mutuelle, toujours en situation de stress, de mortalité et de rachat, après 8 ans. Et on prend également en compte la valeur de marché de nos actifs non liquides. Et il faut que cet indicateur soit inférieur à 100%. En sachant que les actifs liquides et les actifs non liquides sont les suivants. Donc nous, on considère comme actifs liquides donc les obligations, les actions cotées, le monétaire ainsi que les OPCVM obligataires. Pour ce qui est des actifs non liquides, on a l'immobilier, le private equity et la dette privée. Et donc, quand on passe au calcul de nos indicateurs, donc le premier indicateur de liquidité, qui est égal donc à la somme de la valeur de marché des actifs liquides sur la somme des flux de BE stressés de maturité inférieure à 8 ans. Donc on a bien notre indicateur qui est supérieur à 100%, il est à 146%, ce qui signifie qu'on a suffisamment d'actifs liquides pour faire face à nos flux de BE, à nos engagements inférieurs à 8 ans, en sachant qu'en plus de ça, on est dans une situation de stress. Le deuxième indicateur de liquidité, dit aussi mesure de liquidité, est égal à la somme de la valeur de marché de nos actifs non liquides, divisé par les flux de BE stressés de maturité supérieure à 8 ans. Il faut que cette mesure de liquidité soit inférieure à 100%. Ici, elle est bien égale à 75%. Et on peut également
définir cette mesure de liquidité comme une borne supérieure au poids des actifs illiquides dans notre allocation. Et donc là, étant donné qu'on a une mesure de liquidité inférieure à 100%, ça signifie qu'on a une certaine marge à pouvoir investir dans du non liquide. Et donc on va voir par la suite comment on calcule cette marge à pouvoir investir dans du non liquide via une vision bilancielle. Donc, l'objectif de cette vision bilancielle, c'est de regarder les postes en face desquels on va pouvoir investir dans du non liquide. Donc, la première colonne que vous voyez à gauche, c'est le bilan du passif en vision S2 de notre annuel, et donc qui est décomposé en 3 blocs ici assez grossiers. Donc, on a les fonds propres, le BE euro, et on a un autre bloc qui s'appelle autres, qui est constitué entre autres du BEUC ainsi que des autres postes du bilan de passif. Ensuite, on va regarder ce même bilan, ce même passif, mais en vision SR. Donc, on va découper nos fonds propres en 2 blocs. On va avoir une partie qui correspondra au SR et une partie aux fonds propres dits libres. Quant au BE, on va différencier donc les passifs par maturité de l'engagement. Donc, on va avoir le BE supérieur à 8 ans et le BE inférieur à 8 ans. Une fois qu'on a fait ça, on va exercer un stress, toujours le même stress de mortalité de rachat. On multiplie par 2 les rachats, on augmente la mortalité des contrats d'épargne. Et donc, ce stress-là va nous permettre de ventiler le passif. Donc, encore une fois, on a notre BE 8 ans et notre BE court. Cette fois-ci, on constate qu'à la suite du stress, on a notre BE 10 court qui a fortement augmenté. Quant au BE supérieur à 8 ans, lui, il a diminué. Et puis, pour ce qui est de la partie fonds propres, on va la diviser en 2 blocs. On va avoir le premier bloc qui sera constitué du SR ainsi que de 50% des fonds propres libres. Et le deuxième bloc qui sera, quant à lui, composé uniquement de 50% des fonds propres libres. Et donc, la limite, la marge qu'on va pouvoir investir dans du non liquide, elle est égale aux 50% des fonds propres libres ainsi que le BE supérieur à 8 ans. Pourquoi on prend ces 2 postes-là? Tout simplement pour une question de... pour être prudent, on va prendre uniquement 50% des fonds propres libres. Et en plus de ça, on va prendre le BE certes supérieur à 8 ans, mais après un stress. Donc, on est toujours dans une vision prudente dans la marge qu'on va définir pour investir dans du non liquide. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, on va estimer le budget d'actifs illiquides. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rappel, on a une limite qui est de 1,9 milliard. Cependant, il faut d'abord prendre en compte notre position actuelle à l'actif. Donc, on a 1,42 milliard d'euros d'actifs non liquides, ce qui nous laisse in fine une marge de 478 millions. Mais il faut également prendre en compte les engagements en actifs non cotés, qui sont de l'ordre de 177 millions et qui sont composés notamment de dettes privées et de private equity. Une fois qu'on a pris en compte tous ces éléments, on va pouvoir déterminer la marge qu'il nous reste à pouvoir investir dans du non liquide, à savoir 301 millions d'euros. Voilà, donc j'ai fini. Maintenant, je laisse la main à Martine. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai abordé les sujets de façon un petit peu différente. Ma vision, c'est plutôt celle d'un éditeur de logiciels. Et surtout, du point de vue des... Bon, on a une réglementation qui se développe, qui va demander plus d'études de liquidité. Et bon, je fais quoi en termes d'outils? Comment je fais pour mesurer ces études-là? Et en même temps, quelles peuvent être des mesures d'atténuation que je peux faire dans la vie réelle? Et qu'est-ce que je peux faire aussi dans mon modèle? Parce que quelque part, je aimerais dans mon étude inclure les différentes mesures d'atténuation que j'ai fait dans la vie réelle. Alors, peut-être la première question qu'on peut se poser, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais c'est est-ce que j'utilise mon modèle Solvade ou je fais un modèle à part? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont différentes. Déjà, on a une vision beaucoup... Ici, c'est dans le monde réel, on n'est pas dans les risques neutres. Et plus que ça, vous avez bien vu, il y a une partie des études qui vont demander des flux un peu mensuels. Et bon, moi, le Solvade ne le fait pas toujours. Alors, bon, ça, je ne vais pas répondre à cette question, mais c'est une première réflexion, c'est comment on l'aborde. Et après, on va regarder un peu comment ça impacte un modèle ALM, c'est les études de liquidité. Quelque part, les modèles ALM, bonne partie d'entre eux, pas tous, mais bonne partie, sont évolués autour de Solvade avec une certaine logique. Et ici, tout à coup, on a une logique un petit peu différente et qui va les remettre dans une situation différente comme c'était construit au début. Alors, dans mon modèle, je ne sais pas si tous ceux qui sont dans la place connaissent bien les modèles ALM, mais grosso modo, j'ai mes actifs, mes passifs, j'ai des scénarios économiques qui les font fonctionner, et après, mes actifs et mes passifs me génèrent des flux, et j'ai une trésorerie à investir et réallouer. C'est un peu ce qui a présenté Anaïta, et ça me génère une revalorisation et probablement des rachats conjoncturels qui sont liés à mon modèle. Alors, quand on entre dans un stress de liquidité, c'est ce qu'on va faire dans les études
dont on est en train de parler, qui devient de plus en plus présente dans la réglementation. On peut faire différentes sources de stress. On va soit dire, bon, la liquidité, l'impact sur mon mode économique, c'est-à-dire mon scénario économique, il va changer. Soit bon, mon business plan, qui est la base, n'est pas la même. Et en conséquence, bon, mes actifs, mes passifs ne font pas la même chose. Et tout à coup, le modèle, il va essayer de gérer le fait que mes actifs et mes passifs ne fonctionnent pas comme d'habitude et comment ça va réagir. Et j'aurais envie de mettre des mesures d'atténuation. Dans la vie réelle, je vais faire des mesures pour l'éviter et on aimerait calculer dans mes études, pouvoir dire est-ce que ça ne fonctionne pas, jusqu'où ça fonctionne. Évidemment, il y a beaucoup d'hypothèses dans tout ce qu'on fait dans ce type de modélisation. Alors, regardons un petit peu la chose avec plus de détails. Effectivement, c'est ce qu'on disait. En termes de scénario économique, je peux affecter différents éléments de mon scénario monde réel. Et soit dans l'économie, soit dans ma capacité de, ce qui faisait Anaïta, de faire plus de primes ou l'impact que ça va faire sur mes prestations dans le futur. Effectivement, mes flux actifs passifs, ils vont pas fonctionner comme d'habitude. Et en plus, il y a différents mécanismes que j'aimerais prendre en compte. Alors peut-être la première notion que je voudrais parler, c'est les haircuts qui apparaissent dans la trésorerie, y compris haircut. C'est l'idée assez simple que quand il y a moins de liquidité, je ne peux pas atteindre les mêmes prix sur mes actifs. Alors à un moment donné, je ne peux pas vendre mes actifs à le prix habituel. Et le marché est affecté ou je dois vendre beaucoup. Alors en conséquence, il faut qu'il y aille beaucoup plus loin dans les offres d'achat et que je vends moins bien. Alors, les haircuts, c'est simplement prendre en compte le fait que la valeur des actifs est dégradée. Et il y a des forts décressements et il y a en face, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte dans la réalité, dans les modèles. Alors, je vais les suivre une par une. Déjà, bon, effectivement, la base de gestion des liquidités, c'est que mes actifs passifs soient plutôt bien alignés les uns avec les autres. On l'a vu avec le mouvement des courbes de taux, que souvent les assureurs, ils ne sont pas dans cette logique-là. Bon, c'est un choix de chacun, mais effectivement, la façon qu'on mes actifs se présentent en face à mes actifs en face de mes passifs va me permettre de mieux gérer une liquidité. Et quelque part, implicitement, la même notion, si vous regardez la revue de la formule standard par rapport à la VA, il y a aussi cette notion de est-ce que mes actifs et mes passifs peuvent répondre un sur l'autre. Donc, c'est une question qui vient par la liquidité, mais aussi sur notre nouveau calcul de VA. En tout cas, c'est ce qui est en train de se discuter. Je peux avoir dans la vie réelle, dans mes modèles, des limites. Dire, écoutez, on ne va pas vendre plus qu'une certaine quantité des actifs liquides ou pas liquides. Alors que ça, on peut les mettre dans les modèles, dire jusqu'à là sur de l'immobilier, jusqu'à là sur certains types d'usage, jusqu'à là sur les actions d'un côté. Ou même aussi, ça on le fait dans les modèles de plus en plus, avoir des actifs que je ne peux pas vendre. J'ai dit, écoutez, sur mon immobilier, par exemple, les locaux de l'entreprise, je ne peux pas les vendre parce que j'en ai besoin. Et ça aussi, ça peut être pris en compte dans cette analyse de liquidité. Voilà. Et là, cette notion des actifs liquides, ce n'est pas habituel dans les modèles ALM de séparer les actifs en actifs liquides et pas liquides. Et ça peut être dans des niveaux assez subtils. Alors ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour avoir des indicateurs de liquidité dans les allocations même du modèle ALM. À la réassurance, c'est une stratégie. On a eu plusieurs conférences dans des congrès passés sur la réassurance des rachats massifs. C'est intéressant de les mettre dans les modèles. Ça peut avoir des impacts, pas que dans les rachats massifs, aussi dans les best estimates, si on va jusqu'au bout du fonctionnement de la chose. Après, dans la vie réelle, c'est important que les rassureurs puissent fournir la liquidité à la vitesse dont l'assureur puisse avoir besoin. Pas rencontrer les rassurances,
Il faut que les rassureurs arrivent à la vitesse pour qu'ils puissent l'utiliser comme source de backup de liquidités. Il y a le sujet du repo. On a vu beaucoup les sujets autour de nous, dans différents assureurs, dans les modèles et dans la vie réelle. Je vais faire un zoom dans les slides qui suivent. Alors, je ne vais pas parler de là tout de suite, mais je vais vous en parler tout de suite. Et, bon, on peut avoir des accords de liquidité au sein du groupe ou par rapport à une banque. Et là, il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé, qui, je crois, qui est clé quand on va faire les études de liquidité, et c'est le sujet de si le problème de liquidité, c'est un problème qu'est de l'entreprise ou si c'est un problème de tous les marchés. En fait, est-ce qu'on croit que le groupe peut m'aider ou le groupe il va aussi être en difficulté? Est-ce que je crois que ma banque qui est en face, j'ai un bon contrat, est-ce qu'il va répondre ou non? Est-ce que c'est un risque systémique? Est-ce que tout le monde est affecté? Ou est-ce un problème de l'entreprise comme telle? Et peut-être quand vous ferez vos études, ça vaut la peine, je pense, de faire des études de ces deux types-là. OK, suite. Voilà, on va parler de repo. Alors, c'est quoi un repo? Attendez, hop, voici. Voilà, c'est quoi un repo? Alors, l'idée d'un repo, c'est que l'assureur, il va prêter, il va mettre en pension, c'est le terme technique, il va prêter un titre à une banque. Et la banque, il va garder les titres en échange du titre. Il va les donner de la liquidité. Et ils sont accordés qu'à un moment donné, il va les retourner les titres et l'assureur va les retourner à la liquidité. Ça fait avoir une liquidité pendant un temps en échange de titres. Et avec plusieurs conséquences en termes du bilan, parce que les titres, ils continuent techniquement d'être dans les bilans de l'assureur et ils continuent à recevoir des coupons et différents éléments du titre, mais l'effet qu'il a pu les bloquer chez les banquiers lui permet d'avoir un cash qui peut lui permettre se défendre en cas de difficultés de liquidité. Après, effectivement, il faut que tout soit bien organisé pour que quand il récupère les titres, il puisse avoir la liquidité qui va bien. Ça peut être les remboursements si tout est accordé jusqu'à la date d'échéance. Ce n'est pas toujours le cas. Et après, il y a un appel de marge pour maintenir la valeur de l'obligation. En fait, que la liquidité soit en phase de la valeur de marché à l'obligation tout au long de cet accord. Voyons un exemple très, très simple. On a d'un côté une obligation. Normalement, c'est des obligations qui sont plutôt liquides. C'est des obligations de l'État français ou d'État souvent, où l'assureur il va prêter, mettre en pension les titres, la banque va recevoir les cash. Alors, on va mettre les repos à la date à la seconde, on dit que la valeur de marché descend. On peut avoir une haircut, diminution de la valeur de marché précisément pour des problèmes de liquidité. Alors, en réalité, c'est 95 la valeur du titre. L'assureur, il reçoit 95 du cash. Et la banque les donne. Dans le futur, au fur et à mesure que la valeur de marché va évoluer, il y a des appels de marge dans lesquels ils vont envoyer de l'argent pour maintenir la dette autour de la valeur des marchés. Et quand il y a le déclenchement des coupons, c'est l'assureur qui les reçoit et à un moment donné, il a le retour du titre avec le retour du cash. C'est comme ça. C'est une opération qu'on voit de plus en plus. En tout cas, les accords, et c'est quelque chose que se modélise, quelque chose qu'on peut mettre dans un modèle ALM. Et avec toute cette pirouette qu'on va te présenter, avec la gestion du fait que les titres, il est bloqué, mais il est quelque part encore considéré dans le bilan. Et l'effet qu'il y a un cash qui se libère et qui peut servir précisément en cas d'un problème de liquidité. Aussi, on voulait vous montrer, on a trouvé ça intéressant parce que la notion de haircut, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on vend un titre dans une salle de marché, on vend des parties à des personnes qui veulent acheter et on vend au meilleur prix. Au fur et à mesure qu'on vend de plus en plus, bon, les prix deviennent de moins en moins intéressants et si on doit vendre beaucoup, bon, on peut dégrader pas mal les prix du titre qu'on est en train de vendre.
Et c'est intéressant d'avoir une notion de combien ça peut se dégrader. Et pour prendre en compte dans vos études, on a trouvé un tableau intéressant à vous présenter. Voilà, et bon, on a pris petite slide avec des sources que je sais qui vont vous intéresser au moment dans lequel vous mettrez en place vos études des liquidités, en sachant qu'effectivement, la réglementation, elle reste vague. Et je pense que c'est bien que ça soit vague parce que c'est important que pas tout le monde fasse la même chose au même temps s'il y a un problème systémique. Alors, c'est bien que les indicateurs de chacun soient un petit peu différents. Voilà. C'est ce qu'on avait à vous parler. On a encore plusieurs minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Bonjour, merci pour ces analyses et puis pour la synthèse bibliographique, c'est intéressant. Je me posais la question, vous avez introduit, je crois que c'était dans les premiers slides, les UC liquides en expliquant que s'était passé des choses cette année. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que dans les premières parties des indicateurs de risque de liquidité que vous avez présentés et également à l'intérieur du modèle LM, vous reflétez ou vous modélisez quelque chose en termes de ces UC liquides? Je vais être encore plus précis que ça. Il y a des UC qui peuvent devenir liquides. Est-ce que dans l'indicateur de risque de liquidité, vous faites une hypothèse sur un portage d'UC liquide qui a été racheté et même chose à l'intérieur du modèle LM? Oui, en fait, peut-être, je reviens sur l'idée que là, on a sorti complètement d'une logique sur le bâton, on est dans les mondes réels. Et effectivement, vous avez raison, il y a des passifs, des produits qui peuvent devenir moins liquides. Et c'est les choses que vous pouvez forcer dans votre modèle. Après, ça fait quelque part, ça fait plus une hypothèse de votre étude. Ce n'est pas quelque chose que vous faites globalement dans votre modèle. Dans mon étude, j'ai fait un ensemble d'hypothèses, de difficultés que je peux avoir par rapport à la liquidité. Et un de ces éléments que vous prenez en compte, c'est la liquidité des UC ou quelques types d'UC en particulier. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire dans un contexte solvabilité D ou autre. Effectivement, c'est vous qui allez définir, dans le cadre de ces exercices de stress test, les conditions en fait, de vente d'un actif. Par exemple, si c'est un actif qui devient fortement liquide, on pourrait imaginer que vous mettiez dans votre modèle une hypothèse disant que vous ne pouvez pas le vendre avant 6 mois, que le haircut soit peut-être plus fort que dans votre scénario spécifique que ce que vous avez comme table d'input pour les haircuts. Voilà, mais ça va dépendre en fait de votre vision du risque de liquidité que vous pouvez avoir à la fois côté actif et à la fois côté passif. Merci. Et je voulais juste peut-être vous demander si on pouvait affiner l'aspect notamment typiquement l'impact des haircuts dans un contexte où peut-être ce serait un événement plus spécifique à un acteur ou à un groupe d'acteurs versus une situation qui prend une dimension peut-être plus systémique. Vous avez évoqué l'enjeu peut-être de prévoir la modélisation des haircuts, mais si ce n'est pas une modélisation, c'est peut-être une scénarisation. Voilà, est-ce que vous avez essayé de nuancer la chose en se mettant en situation plus, on va dire, systémique versus plus ciblé, plus micro? En fait, dans l'idée, si on regarde les principes méthodologiques de l'EIOPA, l'idée c'est quand même de trouver des scénarios qui correspondent à ce qui pourrait ce que vous voulez analyser, ce qui donc pourrait potentiellement vous rendre vulnérable. Donc vous pouvez effectivement définir plusieurs scénarios. Donc typiquement un scénario, j'ai un problème, le reste du marché n'a pas forcément de problème parce que j'ai tel type d'UC et il commence à y avoir un petit peu un problème de liquidité. Et moi, j'y suis particulièrement exposé à ces UC. Ou je fais un scénario avec un risque systémique et je définis le fait qu'il y a un assèchement global de la liquidité et que donc mes haircuts
on pouvait considérer comme, j'ai envie de dire, pour une situation, un problème de risque de liquidité sans que ça soit systémique, ils ne sont pas bons et j'augmente mes haircuts. Voilà, vous pouvez effectivement définir différents scénarios. Je pense même que c'est intéressant d'avoir des scénarios qui peuvent être très différents parce que le problème du risque de liquidité, c'est qu'il peut se matérialiser de plein de façons. Donc c'est une très bonne chose de réfléchir à tout un tas de scénarios qui pourraient impacter votre entreprise en solo ou parce que l'ensemble du marché aussi est impacté. Ou sur certains types de fonds ou autres. Ou certains types de fonds, effectivement. Si vous êtes un acteur qui est, je sais pas, imaginons, très exposé à des produits structurés, des UC immobilières, vous pourriez effectivement vous dire, est-ce que je ne peux pas faire un choc très fort sur l'immobilier et sur, d'un coup, un assèchement de la liquidité sur les marchés financiers qui font qu'il y a des margin calls, une crise financière et une crise de liquidité, il y a des margin calls très forts et je vais être très impacté par ça. Bonjour. Moi, je m'interroge par rapport, enfin, vous parliez du coup des textes de l'IOPA. Comment on peut réutiliser tout ce qui a été fait sur les stress tests IOPA, les stress tests assurantiels et en ce moment les stress tests sur les FRPS qui sont orientés justement spécifiquement sur la liquidité. Donc l'IOPA donne notamment des guidelines sur les chocs de passifs à appliquer. Comme exemple, je voyais que par exemple comme choc de passif, vous faisiez les rachats x2. Dans les stress tests des dernières années, on avait plutôt des chocs à 20%. Enfin, est-ce qu'il y a quand même des normes ou quelque chose C'est pas... Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Là, avec le consultation paper, l'EIOPA donne des standards techniques réglementaires et dit qu'il va y avoir des obligations de reporting. Et c'est pas très clair de en fait qu'est-ce qui va pouvoir être utilisé, ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même des assureurs qui travaillent déjà pas mal sur le réseau de liquidité, qui font des études, qui suivent la liquidité de façon importante en interne. On a envie de se dire pourquoi faire en quelque sorte 2 fois le travail, mais c'est pas clair en fait. Il y a eu une réponse de Insurance Europe, je crois, qui justement pointait le fait que ça serait peut-être bien de pouvoir réutiliser certaines choses qui ont été faites par d'autres assureurs, par les assureurs pour les besoins de reporting de l'EIOPA et ne pas rajouter une charge de travail conséquente aux assureurs. Et il y avait aussi des questionnements sur ce seuil dont j'ai parlé de 12 milliards d'euros. On peut se dire pourquoi 12 milliards d'euros, c'est quand même un peu particulier de sortir un seuil comme ça, qui en plus n'est pas indexé sur une évolution en fonction de l'inflation ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a encore quelques discussions qui vont avoir lieu sur ces sujets avant de vraiment d'arriver à une réglementation qui satisfasse au mieux toutes les parties prenantes sur le réseau de liquidité. Déjà, merci, parce que c'était très complet. J'ai bien aimé la conclusion qui dit qu'il ne faut pas que tout le monde fasse pareil dans le cas de crise. Moi, j'ai une question pour ma compréhension sur les indicateurs de liquidité, où vous mettez, si j'ai bien noté, un peu en adéquation. Il y a 2 indicateurs, un plus court terme et l'autre plus long terme, exactement, sur ceux-là. Et en fait, je suis un peu surpris, parce que de ce que je vois, alors c'est peut-être même plus clair avec les ratios sur la slide d'après, mais de fait, on dit qu'on a des actifs liquides qui vont nous servir pour protéger le court terme et des illiquides plutôt pour le long terme, si j'ai bien compris. Oui. Dans l'idée. Et là où je suis surpris, c'est que si j'applique les formules, je me dis qu'une OAT 15 ans, elle est liquide, donc elle sert au ratio de gauche, et un fonds de private equity qui a une durée de 8 à 12 ans en moyenne. Dans 8 ans, potentiellement, il n'en reste plus grand-chose. Et je me dis que je vais m'en servir pour les flux plus long terme. Et déjà, je voulais m'assurer que ma compréhension était la bonne. Et dans le cas où on viendrait vous embêter avec cet argument, comment on peut justifier? Parce que je ne connaissais pas cette approche. Et en fait, pour vous laisser répondre, moi, je me serais attendu à un raisonnement plus en termes de duration, de faire entre guillemets 2 packages, duration courte, duration longue, peut-être avec un pivot à 8 ans, plutôt que de jouer sur le liquide illiquide, là où la poche illiquide, 8 ans plus tard, elle n'existe plus.
Oui, je vois. En fait, l'idée, c'est que comme c'est un actif liquide, on va pouvoir avoir du cash rapidement. Donc, si on va le mettre en face des prestations qui seront dites courtes, puisque si on a besoin de cash rapidement, parce qu'on a beaucoup de prestations, notamment des rachats, des décès, etc., on va pouvoir honorer nos engagements. Par contre, on met après de l'autre côté du coup nos actifs non liquides parce qu'on ne va pas pouvoir obtenir du cash facilement puisqu'ils sont dits par définition non liquides. Et donc, on va les mettre en face de nos flux qui seront long terme parce qu'on se dit que c'est dans le long terme, donc ces engagements-là, on n'a pas à les honorer immédiatement. Donc, on peut se dire qu'on peut avoir un certain montant d'actifs illiquides en face de ces engagements long terme. C'est ça l'idée qu'il y a derrière, d'où le fait qu'après, ce qui est expliqué aussi dans le cadre en Orange, c'est une sorte de borne supérieure. On va se dire, on a jusqu'à 100% du coup en l'occurrence, donc on a jusqu'à le montant d'actifs illiquides, ce sera égal au maximum à la somme des flux de BE stressés de maturité supérieure à 8 ans, sachant qu'encore une fois, on est dans une vision prudentielle, puisqu'en plus on stresse nos flux de BE. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ça y répond pour en fait l'indicateur bleu. Okay. Je suis d'accord avec l'idée de céder les actifs à court terme, de pouvoir les céder. Mais pour moi, l'indicateur orange, il fait sens uniquement si on s'engage à ne pas réinvestir les arrivées à échéance. Dit autrement, votre fonds de private equity ou de dette privée, ou même vos produits structurés, 8 ans plus tard, par rapport au moment où vous mesurez, peut-être qu'ils sont déjà en portefeuille depuis 2 ans. 8 ans plus tard, ils n'existent plus. Et donc, ça fait sens, en considérant que c'est une NAV, donc une valeur actuelle probable des cash flows futurs, ça fait sens uniquement si vous ne le réinvestissez pas. Parce que si vous levez les mains du volant, 8 ans plus tard, vous n'avez plus vos actifs en portefeuille. Si on le réinvestit selon une allocation cible et admettons on a une allocation qui a un certain pourcentage en immobilier, dans 8 ans on aura toujours ce pourcentage en immobilier. Ouais. Auquel cas ça transposerait l'indicateur plus long terme à l'indicateur plus court terme. Je le vois peut-être plus comme ça. L'indicateur plus court terme en plus long terme. C'est-à-dire qu'en fait vos fonds de private equity et dette privée vont s'épurer, ils vont se clôturer d'ici 8 ans. Mais en fait, ça va basculer cet engagement-là sur l'indicateur en bleu. Ça va plus être dans l'indicateur à long terme. Parce que si vous prenez d'une photo aujourd'hui à une photo dans 8 ans plus tard, vous n'avez plus vos fonds en portefeuille. Oui, mais quelque part, vous êtes il y a des choses là, je crois, en tout cas. D'un côté, la liquidité, ça ne dure pas si longtemps que ça, la crise de liquidité. Ouais. Et à notre côté, vous êtes en train de faire vivre votre portefeuille. Alors, au fur et à mesure, c'est plus un outil de gestion de votre portefeuille au fur et à mesure. Ce n'est pas comme la photo de la duration dans laquelle vous faites tous les flux en même temps. On est d'accord. Et ouais. Voilà. Non, mais ça répond à ma question. Merci. Et encore une fois, c'était top. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Pardon, je profite un petit peu. De la compréhension de la synthèse que vous avez faite des différents papiers opinions d'EIOPA, est-ce qu'il faut bien comprendre que le risque de liquidité, il sera demandé de le couvrir exclusivement dans le pilier 2 et qu'il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit dans le pilier 1? J'espère que c'est la dernière question parce qu'elle ne va pas être simple. J'aurais tendance à dire que non, ça devrait être que dans le pilier 2, mais avec une vision plutôt prospective des choses. Mais peut-être qu'il y aura quelque chose dans le pilier 1, peut-être imaginons, je sais pas, un tout début de projection, on fait un choc extrêmement fort et on se dit, est-ce qu'on ne fait pas un indicateur assez simple, parce qu'à nouveau, il faut une approche standard et ça ne colle pas très bien avec la gestion du risque de liquidité, en disant, essayons d'exhiber un indicateur nous prouvant qu'on est quand même à peu près liquide en début de projet, mais ça n'aurait même pas forcément de sens. Ce serait, à mon sens, ça n'aurait pas de sens, surtout qu'on serait en risque neutre. En fait, c'est plutôt ça. En fait, la notion de risque neutre, je crois qu'on ne la respecte pas du tout déjà. En fait, tous les faits qu'on devrait pouvoir être négatif, tout ce qu'on veut, qu'on a toute la liquidité pour échanger les actifs, tout ce qu'on veut, dans notre réalité, ce n'est pas si respecté que ça. Le risque neutre, ça devient plutôt, à mon avis, c'est un avis très personnel, une jolie méthodologie pour faire notre calcul, mais les hypothèses ne sont pas si bien respectées. Une fois ça s'est dit, si on décide qu'en plus, on a des haircuts, par exemple, moi, personnellement, je vois difficilement comment je peux mettre des haircuts dans mon modèle. Je vois bien comment je peux bloquer à la vente, comment je peux dire tous ces actifs-là, je ne peux pas les toucher. Et comme je ne peux pas les toucher, j'assume la responsabilité de ce que ça implique. Mais dans les piliers 1, à un moment donné,
peut-être que je n'ai pas une vision assez claire, mais pour moi, vous ne pouvez pas perturber la valeur des marchés actifs sans casser les risques neutres de façon claire. Alors, les haircuts, pour moi, ça reste du monde réel. Après, bloquer des choses ou vous mettre des contraintes d'allocation dans les modèles pour respecter votre propre politique, parce que de toute façon, vous représentez une politique que vous-même êtes en train de mettre en place au lieu de la liquidité, oui, ça fait du sens. Pour être parfaitement clair, il n'y a rien pour le moment, en tout cas de ce que j'ai pu voir, qui dit qu'il y aura quelque chose sur le pilier 1 ou que ça va se restreindre juste au pilier 2. Personnellement, je ne comprendrais pas trop comment on pourrait le faire dans le pilier 1, mais la raison pour laquelle je réfléchissais aussi à quelque chose qui pourrait arriver dans le pilier 1, c'est qu'on ne peut jamais être à l'abri d'une surprise de quelqu'un qui aurait une idée qu'il considère brillante et qui serait en fait très difficilement applicable. Au sein des management rules. Tu peux avoir des management rules qui respectent la politique de la société, qui ont un lien avec la liquidité, mais qui habitent dans un monde où on ne peut pas représenter toute la liquidité, tous les problèmes de liquidité comme ils sont, parce qu'on est à la risque neutre. Ça n'engage que nous. On ne veut absolument pas vous garantir qu'il n'y aura rien sur le pilier 1. Voilà. Merci beaucoup.